Bienvenue pour ce petit hors-jeu débrief qu'on fait, vous le savez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ces petits débriefs-là à la maison en remote, comme ça plaît à notre ami Poineau. On va revenir sur les matchs de Ligue des Champions de la semaine et on va parler aussi un peu d'Europa League aujourd'hui parce qu'il y a quand même des beaux matchs et il y a peut-être l'exploit que peut réaliser Nantes. C'est à 18h45, c'est bien ça Bruce, hein, c'est le rendez-vous 18h45, ouais, exactement. 18h45, on sera tous évidemment. devant le match, bien évidemment. Moi, je me suis abonné exprès. Je me suis abonné exprès pour l'occasion. Ouais, t'as pris un fast pass, non? C'est ça un truc là? C'est ça, parce spécial. Bah ouais, exactement, ouais. T'as compris. Un abonnement comme ça qui fait du bien. Eh ben écoutez, on regardera ça tout à l'heure. Il y a aussi le Manchester United-Barça dont on aura un petit mot, je pense, en fin d'émission. Beaucoup de choses à voir. Bon, Bruce, vous l'avez déjà vu, donc je vais pas faire le mec. Il y a Scipion qui est là aujourd'hui. Comment ça va, Scipion? Bah écoute, ça va super bien. Ouais. Ravi d'être là, de vous retrouver après notre petit périple turinois. C'était bien sympa et j'en profite pour saluer. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs étudiants, plusieurs de mes élèves qui écoutaient hors jeu. Donc je les salue, évidemment, ils ont déjà eu +3 sur leur note. C'est facile comme ça. Et puis voilà, un plaisir de pouvoir débriefer avec vous ces matchs. Ça y est, le protocole fantôme est complètement foutu. Ça y est, tu peux plus te cacher maintenant. Ah non, mais il y en a qui m'ont attrapé et tout. Mais monsieur, vous n'êtes pas Scipion sur Twitter? Je fais ouais, c'est moi. Et je leur dis, bah t'imagines, c'est comme ça que je suis devenu professeur en faisant des mèmes et des faux transferts. Les gens à l'école, ils se disent, ah, ce mec, c'est un crack, on le recrute. Donc voilà ce qui se passe dans les universités françaises à qui on donne des postes importants. Voilà, bah bravo. Voilà. Ouais, franchement, on n'est pas rendu. Hein. Il y a donc Bruce qui est là. Bruce, non mais Bruce, t'as parlé et tout. C'est pour ça que je t'ai pas vraiment présenté. Tu m'as expédié. C'est terrible. Mais ne prends pas comme ça, Bruce. Bah, je le prenne comment? Même les gens, ils l'ont vu sur le chat. Tu m'attèges, mais genre, Bruce, de toute façon, vous connaissez. Mais non, mais t'as introduit l'émission, t'avais déjà parlé. Je me suis dit, c'est bon, tu vois. Mais tranquille. Je le prends bien. Bon, comment ça va, Prux? Ça va. Demain, si on est dans la même équipe au foot, je peux te dire. Me demande pas le ballon, par contre. Demain, je te vois pas sur le terrain. Le ballon, il vient de lui-même, tu connais. Non, carrément, il a tiré le ballon. Je me mettrai dans l'équipe en face, quoi qu'il arrive demain. C'est terrible. Bon, messieurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, évidemment, Scipion en a parlé. Ce petit vlog, notre petit déplacement qu'on a fait à Nantes pour aller voir, à la Juve, pardon, pour aller voir Nantes, il est dispo sur la chaîne YouTube Le Bar de Seubru. C'est la dernière vidéo qui est sortie. Donc, si vous voulez voir un petit peu notre périple et voir tout simplement ce qui s'est passé là-bas, bah écoutez, la vidéo est dispo. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu, petit commentaire si vous avez même des remarques à faire. Et on a envie d'en faire beaucoup plus. Voilà, des événements comme ça, se déplacer, aller voir des matchs pour essayer un petit peu de développer la marque hors jeu. En tout cas, la team. Donc, ça nous fait super plaisir. Messieurs, juste avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, cette émission est faite en partenariat avec nos très chers amis de chez Winamax. On en reparlera à la fin, on regardera les cotes justement, je vous en parlais de l'Europa League en fin d'émission, mais sachez que vous avez bien entendu un premier dépôt qui est doublé, c'est un bonus de bienvenue qui vous est proposé grâce à notre partenariat avec Hors-Jeu. Donc voilà, si vous déposez 100 €, vous avez en fait finalement 200 € en pari gratuit. En tout cas, vous avez 100 € de pari gratuit. Donc le pari est doublé. Et si vous ajoutez le code hors-jeu10, il y a un petit bonus, voilà, un petit supplément de 10 € qui vous permet de vous amuser encore plus. On le rappelle, c'est écrit dans le petit bandeau jaune juste en bas à droite de l'écran. Si vous n'avez pas 18 ans, pas la peine, vous ne pouvez pas parier, c'est complètement interdit. Et si vous avez plus de 18 ans, on vous rappellera toujours qu'il faut parier juste pour s'amuser, voilà, pour ajouter un petit peu de piment sur les matchs, se faire kiffer. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est important de le redire à chaque fois parce que voilà, les paris sportifs, ça peut être quelque chose de dangereux. Les addictions et vous savez tout le reste. Messieurs, on y va, on commence, on a une heure et quelques, on va essayer d'être assez vif pour ne pas perdre de temps. On va déjà commencer avec ce match Liverpool-Real Madrid qui s'est joué à Anfield, un match qui nous a complètement retourné le crâne, hein, il faut être assez honnête. Liverpool qui mène 2-0 assez rapidement dans cette rencontre, et derrière le Real qui nous fait une nouvelle remontada complètement incroyable. Je crois que sur le plateau hors jeu, on était plutôt côté Liverpool pour la plupart. On avait tous mis Liverpool, je me rappelle plus. Je crois qu'on était beaucoup à avoir mis Liverpool. Si on regarde le Pronogate de l'émission de lundi, il me semble qu'on était pas mal pour Liverpool. Et finalement, Liverpool qu'on pensait peut-être
sur la pente remontante, bah voilà, a encore un petit peu glissé. D'ailleurs, il y a eu pas mal de glissades dans ce match. Messieurs, Bruce, je commence avec toi. Ton sentiment général sur ce match avant d'entrer dans les détails. Sentiment général, c'est que j'ai encore fait, je pense, l'erreur de sous-estimer le Real en Ligue des Champions. J'attendais de voir encore une fois sans Casemiro, qui pour moi est essentiel. Et c'est vrai que l'entame de match était complètement ratée de la part du Real, réussi pour le coup par Liverpool, qui essayait de mettre la pression sur le Real. Et c'est là où tu te disais, quand tu vois le début de match, tu te dis peut-être qu'avec Casemiro, t'aurais peut-être pas été mené 2-0. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que lui, il est assez intelligent pour stopper les occasions adverses et tout à certains moments clés. Et au final, là, tu te dis 2-0 pour Liverpool. En plus, le deuxième but, il peut quand même faire très mal parce que sur une grosse bourde, tu vois, c'est sur une grosse erreur de Courtois. Donc, on sait que sur des erreurs, parfois, on a du mal à s'en remettre. Encore plus quand tu es gardien de but. Ça peut laisser des traces sur un match. Le premier but était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé le premier but avec la passe de Salah, qui est pas évidente du tout, et Darwin qui coupe très bien. Donc l'entame de match presque idéal, ça nous annonce une soirée de folie. Puis après, tu as le Real qui arrive à réagir en patron, quoi. Vini, enfin, ça fait un petit moment que ça dure, hein. Maintenant, c'est plus un hasard, mais qui est monstrueux, qui fait partie des meilleurs joueurs au monde et qui est ultra décisif tout le temps. Voilà, et qui va te mettre ce but assez magnifique pour te remettre un peu le Real sur le droit chemin. Et puis après, il va y avoir la bourde aussi d'Alisson. Et c'est là où tu vois la différence de mental entre les deux équipes, où derrière, tu as Liverpool qui va jamais s'en remettre, alors que le Real, pourtant qui a été mené 2-0 à l'extérieur, à Anfield, qui va dérouler par la suite et prendre complètement confiance. Parce que tu sens que ce deuxième but, la bascule, elle commence à se faire et le Real commence déjà à prendre le dessus en fin de première mi-temps. Tu sens que c'est déjà un tournant. Et puis après, en deuxième mi-temps, il y a ce corner où grosse absence de la part des joueurs de Liverpool, on n'a pas trop compris, qui profite au Real. Et puis derrière, c'est fini. Là, tu as le Real qui déroule, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Et puis derrière, il se passe ce qui se passe. Un Real en mode patron avec beaucoup de mental, qui va détruire Liverpool, qui est complètement perdu, quoi. Donc voilà, ce que je disais un peu en live hier, c'est la dernière fois, je pense que je sous-estime le Real en Ligue des Champions. Je les mettrai tout le temps favoris maintenant parce qu'ils ont... Non, mais ils ont ce truc mental qu'ont pas les autres. Quand tu vois Modric qui fait aussi sur le but où il récupère le ballon dans les pieds de Fabinho, le contre est parfaitement joué, Benzema derrière la lucidité. Ils ont des joueurs qui savent gérer ces événements parfaitement. Et voilà, ils l'ont montré encore une fois. Franchement, il y avait deux classes d'écart et je suis pas loin de penser maintenant qu'ils sont encore peut-être favoris à leur propre succession. Parce que quand tu vois les autres équipes, en tout cas sur ce premier match qu'on a vu tout le monde, le Real, pourquoi pas, ils sont capables d'aller la rechercher, je pense, parce que quand ils sont menés au score, en tout cas, ils sont capables de réagir, contrairement à beaucoup d'équipes. Et ils ont une telle emprise maintenant, une telle domination, tu as l'impression sur les autres équipes en Ligue des Champions que les autres équipes, elles paniquent face à eux, quoi. C'est aussi ça. Donc voilà, maintenant, je pense que je les mets favoris. Ouais, c'est ça, hein, c'est cette capacité, quand la Ligue des Champions arrive à se mettre en mode Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde bien tous les gros, toutes les meilleures équipes en Europe, c'est peut-être le Real qui a le plus ce truc-là d'arriver à se sublimer, d'arriver en tout cas à élever l'intensité, sachant qu'en plus, faut le dire, en ce moment en championnat, le Real, c'est pas la joie. Ça se passe pas super bien. Ils ont été presque, voire même quasi largués par le Barça. Donc oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça. Scipion, il y a un truc qu'on se disait, je pense, après le 2-0, après le deuxième but, en tout cas la cagade de Courtois, on s'est dit, ça y est, la magie, elle est partie. Là, le Real, on verra plus ce Real de la saison passée qui nous a tous étonnés, surpris. Et pourtant, ils arrivent quand même à revenir. Est-ce que tu t'es dit la même chose quand tu as vu cette entame de match ? Évidemment, il y a une continuité par rapport à la saison dernière, c'est qu'ils réussissent à nous inventer un scénario un peu fou. Et ce qui marque, c'est un peu l'attitude, la sérénité des joueurs qui, même dans la panique, même dans ce début de match catastrophique, raté, où ils se font totalement bouffer dans l'intensité. Et je pense qu'un joueur comme Camavinga le prouve bien. Au bout d'un quart d'heure, de 20 minutes, tu dis, mais le pauvre est totalement dépassé. Il va jamais y arriver à passer ce cap, à être un très bon remplaçant, mais pas un titulaire fiable. Et là, tu dis, là, c'est vrai que c'est ce genre d'opportunité. Au Real Madrid, si tu rates ce match, ça a mal tourné. Et puis, en fait, comme le reste de l'équipe, à partir du moment où il y a eu 0-2, ok, on a pris la sauce. Et après, on s'est mis en mode Ligue des Champions. Et Camavinga a fait un très bon match après. Par la suite, même le discours d'un Ancelotti à la mi-temps, où il dit, les gars, je n'aurais pas fait forcément des remontrances. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Enfin, tu vois, ils sont tellement en mode commando quand il s'agit de la Ligue des Champions.
Et ce que disait Bruce, c'est tout à fait mon cas aussi, c'est que on attendait un petit peu de jauger les forces en présence, qui est favori, qui peut se détacher. On se disait, bon, bah, ça peut être, pourquoi pas, une année surprise pour Naples, hein. C'est vrai que le match à Francfort, ça va être sympa, mais parmi les très gros favoris, bah, hier, Manchester City, bon, bah, il n'y a personne qui est vraiment sorti du lot. Et là, tu as cette équipe où tu dis, bah, en fait, l'évidence a été là. Et c'est un peu. Mais j'ai pas envie de dire que c'est notre faute de les avoir sous-estimés, c'est qu'ils nous ont envoyé des signaux où Ouais. c'était pas fantastique. On peut pas non plus dire que voilà, c'était une surprise totale. Voilà, ils ont fait un match de patron, mais il y a quand même des signes où c'était un petit peu faible. Tu l'as dit, en Liga, ça se passe mal pour eux, mais il y a ce truc en Ligue des Champions où ils passent le on-off, ça s'active, et là après Ouais. ils deviennent géniaux. Et forcément, un petit mot sur Vinicius Junior, parce qu'aujourd'hui c'est le joueur le plus important du Real Madrid, je pense. C'est lui qui conditionne beaucoup de choses. En plus, c'est quelqu'un qui prend très cher sur les pelouses de Liga à chaque fois à l'extérieur, qui a des insultes racistes, il se fait insulter, il prend beaucoup de coups, et honnêtement, il lâche jamais ça mentalement. Donc il est passé en plus dans une dimension un peu supérieure où les adversaires commencent à le craindre, les supporters le prennent en grippe, et lui il lâche jamais l'affaire, et est vraiment dans ce mood-là. Donc bravo au Real. Et honnêtement, oui, on est obligé d'en faire un favori après ce match, c'est évident. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est clairement le message qui est envoyé par le Real. Et c'est vrai que moi je reviens très rapidement sur Vinicius, mais il y a un truc, je trouve, avec lui qui est très beau, en tout cas qui se passe avec le Real, c'est que ce mec-là, tu as l'impression que en fait, l'institution du Real le protège. C'est-à-dire que le mec, à partir du moment où il est performant, à partir du moment où à chaque fois que tu lui donnes la balle, il se passe des choses et que le type arrive à débloquer des situations, arrive à provoquer sur le terrain, arrive à faire des différences, bah en fait, tu sens qu'il y a comme une sorte de bouclier qui se met autour de lui et qui dit, voilà, t'inquiète pas, ça a beau être la tempête dehors, t'as beau subir tout ce que tu subis en dehors, quand on est sur le terrain, t'es un joueur du Real et ça, il n'y a rien qui pourra venir enlever ça. Et c'est vrai que le mec, sur le terrain, franchement, il surnage. Vinicius, aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce qu'il arrive à faire. Et même, c'est drôle, hein, on va dire, ouais, la boulette d'Alisson, bon, bah, c'est une boulette, c'est malheureux, c'est tout ça. Mais il y a le pressing de Vinicius, il y a cette manière de toujours provoquer, même Gomez, hein, tu le vois, hein, sur la passe de Valverde, tu sens que Gomez, il essaye de s'appliquer et de bien donner le ballon. Et finalement, parce que Vinicius met cette pression, et bah, quelque part, ça emmène cette boulette qui fait que bah voilà, ça permet au Real de revenir. Non, non, franchement, c'est un joueur énorme et c'est vrai que sans lui aujourd'hui, je pense que le Real, très honnêtement, aurait pas le même visage. Alors, il y a plein d'autres choses à dire sur ce match. On va peut-être partir un peu sur l'évaluation un peu plus détaillée. Juste avant, quel serait pour vous l'homme du match, Bruce? Bon, Vini, je pense que c'est celui qui a le plus crevé l'écran, c'est lui qui a sonné la révolte, et voilà. En fait, il est devenu. Enfin, il a tellement épuré son jeu, il est tellement plus juste qu'avant, il accélère quand il faut, il a beaucoup d'activité, il est capable d'assurer le repli aussi quand il faut, il est capable d'accélérer, faire des diffs à lui tout seul, et au niveau de sa finition, il a énormément progressé aussi. Ce qui met son but, il y a aussi le pressing bien évidemment, voilà, il y a aussi une autre action, où il essaye d'enrouler Alisson Lassor, etc. Enfin, il est devenu très juste, il sait maintenant quand il peut tirer ou quand ça sert à rien, tu vois, alors qu'avant des fois, il faisait des choix un peu douteux. Sur ça, il Ouais. est devenu tellement fort que pour moi, Vini, bon, bah, c'est l'homme du match. Après, il y a Benzema comme d'hab aussi qui, lui, t'amène cette sérénité. Voilà, quand ça peut peut-être paniquer un peu, même si le Real panique jamais vraiment. Militao, j'ai trouvé très costaud aussi. Il y a Modric Très aussi. fort, Militao, très Moi, fort. Modric, c'est. Enfin, l'âge qu'il a, On faire sait plus ce quoi qu'il fait. raconter, hein. Ouais, franchement, la percée qu'il fait sur le truc de Fabinho et tout, récupère le ballon Ouais, et tout, ouais, c'est ouais. n'importe quoi. Non, mais. Enfin, Modric, c'est vraiment la science du jeu. Ce mec-là, il continue à me bluffer parce qu'à l'âge qu'il a, continue à faire ce qu'il fait. Et voilà, il arrive encore à faire beaucoup d'efforts en plus, à avoir une grosse activité. Ouais, il peut peut-être moins le répéter qu'avant tu sais, sur une série de matchs, mais il y arrive quand même Il est toujours quand précieux, il est précieux. Ouais, il est trop fort. Et voilà, après, dans l'ensemble, de toute façon, ça a été un match de patron du Real, hein. Ouais. Scipion, pareil, pour toi, c'est Vinicius aussi, un homme du match? Ouais, forcément, Ouais. on a envie de le mettre en avant et Bruce l'a bien souligné. Je vais peut-être partir sur d'autres joueurs. Je pense Oui. à un Nacho Fernandez qui rentre à un moment du Ouais, match c'est qui vrai, est ouais. pas du tout évident
Et en fait, c'est le genre de joueur auquel on pense pas forcément. C'est un couteau suisse. Et oui, c'est pas le plus grand défenseur de la dernière décennie. C'est pas le mec qui saute aux yeux. Mais honnêtement, dans ce contexte-là, il fait du bien. Et on se souvient, oui, comme dit Roido, hein, de la déclaration de Fred Hermel qui a dit que c'était lui le meilleur joueur du monde. Et après coup, quand je vois son heure passer en fil, je me dis, ouais, quand même, il en a fait des très bonnes choses sur cette pelouse parce qu'il a bien contenu Salah. Il a fait le job. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est ce genre de match où, en fait, à part Courtois, évidemment, parce qu'il y a cette bourde, et même on a senti après au jeu au pied qu'il a été perturbé pendant 20-25 minutes. Tous les cadres du Real Madrid ont répondu présent. C'est ça aussi que tu dis que quand je parle d'année en Ligue des Champions, c'est où tu sens que vraiment il y a ces mecs-là qui ont le vécu. Même si tu as des blessés, même si tu as des mecs hors de forme, à chaque ligne, tu vas pouvoir compter sur un mec dans une dimension supérieure, un Vini, un Modric, un Militao. Et ça, pour Ancelotti, c'est quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux toujours avoir ce niveau de fiabilité. Non mais moi je veux revenir là-dessus aussi. C'est vrai que Nacho Fernandez sont entrés et je prolonge un peu ce que tu dis. Même quand tu le vois, tu vois qu'il entre dans un poste qui est pas si naturel pour lui, quoique il a aussi des qualités. C'est vrai que tu sens que voilà, il est peut-être en dessous, mais ça te montre encore une fois la profondeur en fait de cet effectif, la profondeur de cet esprit réel en fait. C'est-à-dire que un mec que tu fais rentrer qui joue pas non plus tout le temps, et ben tu vois que le mec est quand même dévoué et que il apporte et que ça permet d'avoir une certaine continuité dans l'équipe, même si c'est pas le titulaire indiscutable. Non, franchement, c'est très propre, c'est très bien construit et puis honnêtement aujourd'hui, on a l'impression que ça va être assez dur d'aller les chercher. On a beaucoup parlé du Real, messieurs. Parlons maintenant un peu de Liverpool pour quand même pas rater ça. Bruce, comment est-ce qu'on explique encore une fois cette déroute des Liverpool? On sait que c'était une équipe qui est en phase de doute, on sait que c'est une équipe qui a du mal en ce moment, mais pourquoi à ce point ces joueurs sur le terrain n'arrivent pas à se regrouper et à se remobiliser quand ils voient que le match leur échappe? Ils traversent une saison compliquée. Moi, je pensais que malgré le début de saison raté, à un moment, ils allaient enclencher et reprendre confiance. Parce que voilà, il y a quand même de la qualité, même si on l'a compris, il y a des failles. Je pensais aussi que ces derniers temps, là, avec la petite série et tout, tu vois, il y avait un petit peu de mieux. Je me disais, là, la Ligue des Champions, elle tombe peut-être au bon moment pour eux, tu vois. Surtout à domicile et encore plus quand tu voyais le début de match contre le Real. Et au final, tu as toutes les faiblesses qui ressortent, notamment défensives avec Gomez. Bon, on le sait, c'est catastrophique, quoi, et ça continue d'être le cas où c'est compliqué. Van Dijk, bon, qui a été absent aussi à un moment, mais voilà, c'est peut-être pas le Van Dijk le plus rassurant, mais à l'image de l'équipe. Et puis voilà, je pense au milieu de terrain, c'est compliqué. Pourtant, au début, il dominait au milieu de terrain et c'est ce qui faisait la diff Oui. sur l'entame de match. Mais après, l'équipe a perdu le fil et ils se sont fait complètement bouffer. Pourtant, j'aimais bien le début de match aussi de Salah. Tu vois, tu sentais que ça pouvait être une belle soirée pour lui. Parce que sur l'entame de match, il était intenable. Il était décisif par la passe, par le but. Et il faisait des diffs et tout. Même Darwin qui met son but, tu te dis, bon, c'est vraiment une soirée pour Liverpool. Et au final, ils se sont écroulés et tu as toutes les faiblesses qu'on pointait du doigt, qu'on a revu. Donc voilà, écoute, ça va être une saison sans. Maintenant, en championnat, ils peuvent recoller peut-être, même ça va pas être si simple que ça pour les 4 premières places. Mais en soi, ils ont des matchs en retard, donc on verra s'ils peuvent sauver leur saison là-dessus. Mais voilà, c'est une saison sans, trop de faiblesses aussi au milieu de terrain encore une fois. Et puis la défense, c'est pas possible. La défense, elle est vraiment pas en confiance. Et puis quand t'as Gomez qui est catastrophique et en plus Trent qui on le sait n'est pas le meilleur défensivement parlant. Trent il serait très fort dans un Liverpool prime comme on a vu il y a quelques temps Évidemment. où Liverpool domine et est assez haut sur le terrain, voilà, où il est en bonne position pour mettre des caviars et tout, là il sera très fort. Mais quand tu es sur le reculoir par moment et tout, et surtout contre les joueurs du Real, là tu vois toutes les faiblesses, donc trop de carences. Faudra densifier la défense et le milieu pour Liverpool la saison prochaine. Et puis voilà, je pense qu'il faudra faire un petit tri dans l'équipe. Ouais, j'en vois beaucoup qui disent que Trent, voilà, est peut-être passé à côté, mais honnêtement, Ils se ce sont fait joueur-là, on bouffer de connaît toute ses façon. qualités. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts Ouais. et on connaît surtout très bien ses défauts. Mais quelque part, il peut pas être responsable de la déroute de Liverpool. Et puis très honnêtement, sur ce match-là, quand tu regardes son jeu, lui en tout cas, les passes, il les a délivrées. Il a essayé de donner des ballons, il a essayé de distribuer. Sur ses remises en une touche, franchement, il était quand même très très propre. Même si, voilà, quelque part, quand tu te manges la pression du Real et que tu subis ce réalisme, tu veux faire quoi? Il peut pas être le seul responsable. Ça parle aussi pas mal de Bajcetic.
C'est vrai que c'est un jeune qui est très intéressant, qui a l'air d'avoir plein de qualités, qui a l'air même d'être largement en avance sur son temps. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, Scipion, mais il y a des moments où il s'est un petit peu laissé aller. Il y a des moments où, voilà, je crois qu'il est même à l'origine d'un des buts. Faut savoir aussi rester à sa place. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, mais je pense que Bajcetic, sur ce qu'il nous a montré, ses 15 premiers matchs en pro cette saison, il y a vraiment du vrai potentiel. Et dans un milieu de Liverpool où c'est une souffrance cette saison, je sais pas qui est-ce qui est le plus en souffrance entre la défense et le milieu, mais tu te dis que ces genres de jeunes, quand il y aura ce fameux taulier qui va arriver, est-ce que ce sera Bellingham, est-ce que ce sera un autre? Mais on a le sentiment que oui, Liverpool a un grand besoin d'avoir ce nouveau poumon au milieu de terrain, parce que même si sur les 20 premières minutes, on a senti que Fabinho, ça revenait, on s'est dit tiens, peut-être que... Et en fait, c'est vrai que c'est une équipe qui est malade quoi qu'il arrive, Ouais. et même s'il y a eu ce passage qui était un peu mieux en première ligue, en fait, on s'est rendu compte que cette saison, ouais, il y avait plus la flamme, et encore offensivement, honnêtement, ils ont fait le taf, mais après, quand l'équipe elle a commencé à en manger 1, 2, 3, et je pense que ouais, c'est le but de Militao qui les a un peu tués, parce que, Ouais. on l'a dit, le placement défensif était tellement hasardeux et catastrophique. Waouh, là, ouais, là, on se dit quand on est à ce niveau-là. Ouais, là, c'est quand même inquiétant. Donc, évidemment, c'est une équipe qui doit se remettre en question. Le top 4 en première ligue n'est pas si loin au niveau des points. Il y a ce match en retard, tu l'as dit. Devant, on sait qu'on va dire United, City et Arsenal, ça va être impossible à rattraper. Par contre, voilà, il y a Newcastle. Pourquoi pas? Mais il y a Tottenham aussi, évidemment. Mais quand tu vois cette attitude défensive, même en première ligue, ça suffira pas. Et on l'a beaucoup vu, hein. Ce genre de match où Liverpool lâche complètement l'affaire, le 3-0 à Wolverhampton, la défaite à Brighton, ils en ont pris beaucoup des claques cette saison, et tu te dis que même s'il y a des toutes petites périodes de mieux où ça arrive à enchaîner des victoires, voilà, contre Everton et Newcastle notamment, en fait, la vérité c'est que c'est une équipe qui reste malade. Maintenant, ça va être le temps, tu sais, on s'amorce peut-être vers un gros changement de cycle vers Liverpool. Ouais. Ça parle d'une vente. Qui dit vente, c'est forcément la place de Klopp. Est-ce que Klopp va vouloir continuer? Est-ce que le nouveau repreneur va plus être tenté d'imposer son coach une autre vision? Peut-être moi je pensais que le mandat de Klopp, même avec ce genre de temps faible, pouvait quand même poursuivre. Mais c'est vrai que quand tu prends en considération la vente possible du club, on va pouvoir assister à beaucoup de changements du côté d'Anfield dans les prochains mois. Ouais. Après, Alors, justement, ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi, c'était pour rebondir sur ce qu'il avait dit. Je Ouais. pense que derrière, bon, même si Gomez, on a compris que c'était pas ouf, mais enfin, tu t'imagines quand il y a Konaté et tout, malheureusement, bon, il y a des absences et tout, mais quand il est là, quand même, ça a de la gueule. Moi, je pense vraiment, et c'est à l'image de ce qui s'est passé en première mi-temps, là où le rapport de force, il s'est inversé, c'est que je pense aussi que, vu que c'est une équipe qui est pas forcément faite, en tout cas en l'état, pour subir et tout, avec notamment des joueurs comme Trent et Gomez qui derrière est catastrophique, dès que le milieu de terrain, au début, ça limitait la casse, ça se passait bien au début de match, que le milieu avait l'emprise un peu sur le match et ça se passait bien. Dès qu'ils ont perdu le fil et qu'ils se sont fait bouffer par le Real, il n'y avait plus personne et toutes les carences de cette équipe sont ressorties. Pour moi, c'est le milieu, leur principale faiblesse peut-être cette année, parce que ça équilibre cette équipe. Et cette année, le milieu de terrain, tu as l'impression, il n'y a pas ce qu'il faut, il manque au minimum 2 joueurs, etc. Et pour moi, ça, c'est là où ils prennent très cher, au-delà de certaines faiblesses défensives, encore une fois. Mais vu que le milieu de terrain, il est souvent pas au niveau, tu te fais détruire. Et pour moi, c'était criant sur le match contre le Real. Dès que le milieu était dépassé, c'était fini. Alors qu'au début, c'était en confiance, ça allait à peu près. Et après, ça a complètement déséquilibré les choses. Moi, je vais te dire, Bruce, ce que je pense de Liverpool. Moi, je pense que cette équipe, il y a eu quand même, qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup de changements sur ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont manqué, des joueurs qui sont encore blessés. Luis Diaz n'est toujours pas revenu. Comme tu l'as dit, ce milieu, je pense que Klopp n'a toujours pas trouvé la bonne formule à mettre dans cette zone-là. Et tu l'as vu sur ce match. Henderson, je suis désolé, Henderson, vous savez très bien, je kiffe ce joueur et je l'ai toujours trouvé très bon. Et je trouve qu'il a toujours été très important à Liverpool. Mais même lui, aujourd'hui, n'arrive pas à remobiliser les autres en fait. Même lui n'arrive pas sur le terrain à faire passer le message pour que cette équipe se relève quand elle est touchée. Le match de Salah, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, tu vois. Au début très bon, au début très clairvoyant, la passe pour Nunez, le pressing sur Courtois, mais sur la suite du match, Salah, je suis désolé, c'est beaucoup de mauvais choix. Ouais, mais c'est parce des que moments ça où on le coule, voit même Braque. plus. Oui, je sais, non, Là, mais je suis d'accord. c'est collectivement, ça coule, donc ils sont dépassés, Liverpool, après. Je suis d'accord, tout ça pour te dire que
je pense que cette équipe, avec tous ces changements, avec cette période où Klopp a dû, quand même, on va pas se mentir, bricoler à mort pour essayer de monter quelque chose, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, on a le résultat de ce qui est devenu Liverpool. C'est une équipe qui, aujourd'hui, a beaucoup moins de certitude que par le passé. Il y a des époques où Liverpool, tu regardais toutes les semaines, c'était très souvent la même ossature, c'était très souvent les mêmes joueurs, et à chaque fois, ça roulait sur ses adversaires. Aujourd'hui, ils ont plus ce truc-là. Je pense qu'ils font moins peur qu'avant Liverpool. Scipion l'a dit tout à l'heure, le Real, même après avoir pris 2-0, a même pas paniqué. Le Real est resté très serein dans son match. Ça prouve que cette équipe, peut-être, je pense, moi, a besoin de partir sur un nouveau cycle et peut-être de se reconstruire. C'est la question que je voulais te poser, Bruce, justement. C'est est-ce que tu penses, et je sais que tu aimes beaucoup Jürgen Klopp, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose, il faut peut-être vraiment insuffler quelque chose de complètement nouveau, ou alors est-ce que tu penses que lorsqu'il aura retrouvé tous ses joueurs, son effectif au complet, il pourra enfin retrouver ses belles couleurs? Moi, j'adore Klopp à la base, donc moi perso, si j'étais à la tête de Liverpool, je le conserverais. Voilà, après si l'année prochaine c'est encore une saison sans, bon là c'est notre histoire, mais moi j'aime beaucoup cet entraîneur. Pour moi, encore une fois, il y a un tri à faire dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont plus au niveau, ou en tout cas de Liverpool, pour être ultra compétitif. Il te faut recruter deux milieux de terrain, Jude et peut-être un autre milieu de terrain. Mais la guerre, elle Plus sera dure défensif, pour ce que tu Bellingham. veux. Oui, mais moi, je te donne mon ressenti sur les manques. Il te faut deux milieux de terrain, un Jude et un qui est plus défensif. Voilà, un taulier qui va te faire beaucoup de bien devant la défense. Il te faut deux milieux de terrain, il te faut un DC parce que, ok, Konaté et tout, c'est fort, pas de souci, mais on a compris qu'il sera peut-être pas toujours là et que c'est bien d'avoir trois très bons défenseurs centraux. Aujourd'hui, quand tu es sur toutes les compétitions et notamment en PL, aujourd'hui, dès qu'il y en a un qui est pas là, c'est la merde. Voilà, et Gomez, on l'a compris, c'est catastrophique. Moi, je pense qu'il faudrait aussi un latéral en plus au cas où. Parce que voilà, il y a des matchs où ça peut être compliqué quand il y en a un qui n'est pas en confiance, notamment peut-être du côté de Trent. Parce qu'on a vu à l'ancienne, il y a Milner des fois qui dépannait et tout de ce côté. Et voilà, après pour moi, offensivement, il y a ce qu'il faut. Une fois qu'ils seront au complet, il y aura de quoi faire. Mais voilà, deux milieux, un DC et au moins un latéral. Pour moi, c'est le minimum. Parce que là, il y a trop de carences et c'est des postes clés. Et tu prends trop cher. Tu prends trop cher. Dès qu'il y a un ou deux postes où il te manque un de tes deux DC, t'es quasiment foutu. J'ai l'impression aujourd'hui à Liverpool. Donc voilà, le milieu qui n'est pas au niveau et derrière, il faut renforcer ça, quoi. Mais moi, je garderais Klopp. Il y a quand même des joueurs de grande qualité, beaucoup de jeunes joueurs. Là, l'équipe tourne pas. Ils sont dans une mauvaise spirale, on va pas se mentir. Mais je pense qu'avec les retouches nécessaires et tout, ça peut repartir. Parce que bon, on va pas me faire croire non plus qu'il y a tout à changer dans cette équipe. Il y a de la qualité, la confiance, ça peut vite revenir. Mais c'est vrai que cette saison, ça va être compliqué jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est un peu comme si ça manquait de vitamines, quoi. Scipion, t'es du même avis, toi? Est-ce que tu garderais Klopp ou alors est-ce que tu tenterais un coup et tu partirais sur un nouveau cycle? Tu ferais quoi? Non, je lui laisserai quand même encore sa chance. Faut pas galvauder ce qu'il a fait. Il a repris cette équipe. Il y avait des Borini, il y avait des Ricky Lambert, il y avait Benteke. Enfin voilà, il partait quand même de très très loin et il en a fait une top équipe européenne. Donc honnêtement, je peux confiance. Je suis d'accord d'ailleurs avec la liste de Bruce. Je pense que pour le milieu défensif, voilà, un Amrabat, un Brozovic, vraiment ce profil-là typique parce que Fabinho, on sent qu'il a un petit peu perdu la flamme pour le challenger parce que mine de rien, de la concurrence aussi, c'est le genre de choses ça aide. Voilà, exactement. Il y a des joueurs qui vont être mis devant fait accompli. Offensivement, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à changer. C'est vrai que on a parlé de Mané. Évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense pas que les gens aient sous-estimé son départ. Il est parti parce que lui aussi, il voulait. Il y avait ce challenge au Bayern qui l'intéressait. Je pense que pour le coup, si on parle vraiment du présent, c'est plus un Luis Diaz qui lui a vraiment un profil assez unique. Dans la percussion, dans le dribble, qui manque beaucoup à cette équipe cette saison. Ça se sent vraiment, je trouve qu'elle a perdu. On parlait tout à l'heure d'étincelles. Là, pour le coup, c'est du côté de Liverpool où ça manque. Et après, défensivement, c'est pareil. C'est Konaté, oui, mais c'est quand même un joueur qui manque pas mal de matchs parce qu'il est blessé. Et je pense que du côté de Liverpool, on peut pas attendre éternellement que ils reviennent de l'infirmerie. Et on a compris qu'avec Joe Gomez et Matip, c'était quand même compliqué. Donc pourquoi pas aller chercher un gros décès où on se dit que avec Konaté qui pourrait tourner. De toute façon, il y a tellement de matchs aujourd'hui que les trois, ils auront un temps de jeu. Il y a pas trop de problème. Donc voilà, c'est ça un petit peu si on devait dessiner le futur de ces Reds. Et pareil pour parler de Bellingham, ils disent oui, sans Ligue des Champions, ça va être compliqué. Aujourd'hui, la Ligue des Champions bis, c'est la première ligue. Quand tu joues en première ligue, tu as une exposition qui est presque aussi grande, si ce n'est plus que la Ligue des Champions. Et en plus, c'est un Anglais, donc faut pas le sous-estimer. Moi, honnêtement, même s'il n'y a pas la Ligue des Champions dès la première saison, Bellingham, c'est un jeune joueur, il sera dans sa saison des 20 ans. Il n'y a pas trop d'inquiétude pour moi à la tirer sans LDC.
Ouais, mais t'as des équipes qui jouent et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Donc après, bon, c'est un choix, quoi. Mais Liverpool, tu vois quand même en Ligue des Champions, c'est ceux qui vont le plus loin ces dernières années. Ils en ont pris une il n'y a pas si longtemps. Tu sais que c'est une équipe, comme l'a dit Scipion, l'année dernière, ils étaient pas loin de tout gagner, hein. Ils gagnent les coupes nationales, ils font finale LDC. En championnat, ils sont pas si loin que ça et tout, tu vois. Ça reste quand même une équipe où tu sais, même si là c'est une saison sans, où ça peut revenir très vite et tu peux être compétitif à tous les niveaux, quoi. Bon, messieurs, en un mot, s'il vous plaît, juste avant qu'on passe au match de Leipzig et City. Pour le retour, ça vous a l'air cuit ou il existe encore une possibilité, Bruce? Bah après, En un mot, hein, vraiment en un mot. Le Real, ils aiment bien les caméras. On l'a vu l'année dernière. Ils sont capables d'être menés 2-0 au début, de faire un match de merde et après de revenir et de gagner. Ils aiment bien faire ça, tu vois, quand t'as l'impression que c'est trop facile. Après, là, honnêtement, j'y crois pas parce que Liverpool, mentalement, trop faible, là, j'ai l'impression. J'y crois pas du tout. Mais c'est vrai que le Real, ils nous ont fait ça plusieurs fois la saison dernière. C'est pour ça que je dis ça. On sait jamais avec eux. Mais en tout cas, le Real se qualifiera. Pour moi, c'est plié. Ok. Pipion, pareil, hein. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu ce type de scénario contre Chelsea, notamment le Chelsea de Tourelle, mais c'était pas une équipe qui était malade comme Liverpool, qui avait plus de certitude au milieu en défense. Donc même si je pense que Liverpool va faire un joli baron d'honneur, parce que voilà, ils vont un peu plus se lâcher, je pense que le Real n'a pas trop à trembler pour ce retour. Très bien, merci les gars. On a à peu près tout dit sur ce match-là et puis on verra sur le retour, hein, si jamais exploit il y a. Hein. Faut se souvenir que Liverpool avait quand même remonté le Barça il y a quelques années, donc bon, si la flamme est encore là. C'était pas le même Liverpool, hein. C'était pas le même Liverpool, en effet. Mais bon, s'ils ont la flamme, eh ben, peut-être qu'on aura, encore une fois, un miracle. Messieurs, voilà, on passe donc à City. Alors là, c'est pas du tout le même scénario, mais encore une fois, on a vu une première période totalement à l'avantage de City, qui n'a pas laissé le ballon. Et sur la deuxième, un changement total de physionomie, un Leipzig qui pousse et un City qui doute très clairement. On a vraiment vu City repousser dans ses retranchements. Un match qu'on n'a pas trop compris. On dormait au début et sur la fin, on s'est réveillé. Comment est-ce qu'on explique tout ça? Cette fois-ci, c'est toi qui commence, Pipion. Comment t'as trouvé tout ça, toi? Comment tu l'expliques? Évidemment, un match avec deux visages. Une première période où City maîtrise sans trop forcer, parce que Leipzig était tellement pris par l'enjeu, ils ont été annihilés. Quand tu regardes les stats, 77% de possession pour City. En fait, ils n'avaient même pas besoin de forcer. Et après, je pense qu'il s'est passé un truc au vestiaire où vraiment le coach a dû leur dire non, mais c'est pas possible, on peut pas aller dans ce sens-là, on fait n'importe quoi. Ouais. Et enfin, ils se sont mis à jouer. Enfin, on a retrouvé une équipe un peu plus entreprenante, une équipe qui aide. Je pense aussi au retour de Christopher Nkunku. On sent que pour cette équipe, il y en a besoin aussi de ce type de joueur, parce que c'est un mec qui est un peu à l'étage supérieur, qui a bien compris, qui a déjà brillé plusieurs fois en Ligue des Champions. Et pour le coup, il est des choses un peu bizarres du côté de Guardiola, évidemment. Cette absence de changement, c'est assez rare à ce niveau-là de la compétition. Il en a fait aucun. Hein. Pep, je peux plus me le voir, la vérité, je peux plus, c'est dingue. Je peux plus le voir, lui. Non, mais franchement, il nous a fait pas mal de dingueries sur ses compos. Je me souviens notamment de Kyle Walker contre l'OL en quart de finale lors du Final Four de Lisbonne. Et là, pour le coup, c'est un petit peu pareil. On retrouve quelque chose où peut-être que cette équipe, à la 70e, elle aurait eu besoin un petit peu de son œuf, d'être un peu plus challengée, parce qu'on a bien vu qu'elle se faisait endormir et que même sur ses sorties de balles, c'était plus du tout tranchant. Un Haaland privé, on va dire, Leipzig a bien compris qu'en privant Haaland des circuits de passe, évidemment tu réduisais sa zone d'influence, et ça s'est senti que le Norvégien était un petit peu perdu hier. Et voilà, égalisation logique de Gvardiol, même si on va dire que cette équipe de Leipzig, elle revenait de très loin. Honnêtement, sur la fin, c'était pas scandaleux si elle l'emportait, tellement City s'est laissé un petit peu balader, endormir, a subi ce match, alors que pourtant, comme je dis, Guardiola avait moyen, il y avait du matériel sur le banc pour faire bien mieux. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au final, avec cette équipe où on ne sait pas trop, au niveau des favoris, on ne savait pas trop quelle était la hiérarchie. Aujourd'hui, ce City-là, tu le vois pas du tout numéro 1, loin de là. Donc, il va falloir se réveiller et surtout se poser une bonne question sur ce coaching, parce que même si évidemment Phil Foden n'est pas dans sa meilleure période avec City, tu vois, le faire rentrer à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, c'est le genre de joueur, il peut toujours se passer quelque chose. Ouais, bien sûr. Donc compliqué pour ce City-là. Ouais, alors moi, encore une fois, il y a un truc par rapport à City, c'est que cette équipe-là, tous les ans, c'est vrai qu'on a tendance à se dire
c'est le favori numéro 1 de la Ligue des Champions parce que c'est Mm. City, parce que leur effectif est tellement bien construit. Mais franchement, là, cette année, et franchement, j'étais très concentré sur le match. Moi, City, je suis désolé, mais ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait plus peur comme à une certaine époque. Ça reste une équipe incroyable, ça reste une équipe qui est complètement folle, mais j'ai plus ce sentiment que cette équipe est imprenable. Alors, même si par le passé, on les a vus trépasser, même contre Lyon, contre d'autres équipes, à des moments où vraiment on se disait, mais c'est impossible de les taper. Je l'ai trouvé quand même plus fort. Je trouvais que cette équipe-là, à l'époque, bah, elle pouvait vraiment terrasser n'importe qui et elle aurait même dû prendre des Ligues des Champions. C'est ce que je pense au plus profond de moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ce City-là, tu tombes contre une équipe, bah, typiquement comme le Real, tu tombes contre une équipe, je ne sais pas, je vais dire, allez, comme ça, Naples, j'ai l'impression que tu peux vraiment leur faire très très peur. Et ils n'ont pas cette maîtrise, ils n'ont pas cette sérénité qu'ils avaient par le passé. Moi, je me souviens d'une époque où quand tu avais par exemple Leroy Sané, City s'installait pas dans ta moitié de terrain, il s'installait dans ta surface de réparation. Ouais. Et là, tu défendais, mais vraiment devant ton but. Et aujourd'hui, t'as plus ça. Hier, sur la première période, certes, il marque, mais déjà, faut le rappeler, c'est sur une erreur. Mais il marque alors que, bah, franchement, le ballon, il a fait que tourner, ça ronronnait, ça cherchait, ça essayait de créer des décalages, mais sans plus. Donc, franchement, j'ai été. J'ai eu, pas une révélation, mais ce match-là m'a fait me dire qu'en fait, cette équipe avait quand même bien changé et qu'elle a perdu ce truc, cette magie qui faisait que vraiment, t'avais peur quand tu les affrontais. Et je pense qu'à la mi-temps, avec le discours de Marco Rose, très certainement, Leipzig a dû le sentir. Et franchement, si Leipzig gagne ce match hier, moi je dis, ça aurait même pas été volé. Même si City a la Je suis d'accord, possession, hein. même si City a gagné la première période, j'aurais pas vu ça comme un vol. Donc franchement, à voir si s'ils vont aller au bout comme ça, justement en ayant changé, en ayant bah, perdu ce truc-là. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, très clairement, ils me font plus peur. Bruce, je te laisse la parole. Ouais, non, c'est vrai que je suis assez d'accord. T'as l'impression qu'ils sont quand même un peu plus prévisibles. Là où Ouais. on adorait City ces dernières saisons, c'est que c'était, comme tu dis, un rouleau compresseur. Ils pouvaient se créer un volume d'occasions et de différentes manières, tu vois. C'est là où ils étaient très forts. Bon, après, on sait qu'un De Bruyne, quand même, est déterminant dans le jeu de City. Donc, il y a une équipe avec et sans. Mais comme l'a dit Pipion tout à l'heure, moi, franchement, Guardiola, c'est pour ça que je crois de moins en moins à lui. Et ces derniers temps, il me rend fou parce qu'il je sais pas, Foden, il y a quelques temps, il était très fort, par exemple. Là, ces derniers temps, ça se passe beaucoup moins bien. Là, il fait zéro changement. Il y a quand même un Alvarez aussi, qui on a tous vu. Il y a deux, trois qualités. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sous-utilisé, alors que sur un match comme ça, bon, franchement, il peut apporter quelque chose, je pense quand même. Même un Foden, même si il n'est pas dans sa meilleure période et tout. Enfin, moi, je comprends pas ces non-changements. Pour moi, Guardiola, en fait, il tue ses joueurs des fois petit à petit, et même quand tout va bien, tu as l'impression, lui, il veut pas que ça aille trop bien, il va forcément faire quelque chose pour relancer la concurrence ou je sais pas quoi. Et je trouve qu'il perd ses joueurs, il les met pas tout le temps en confiance, et c'est peut-être ça la plus grosse faiblesse de Guardiola, et c'est peut-être aujourd'hui aussi pour ça qu'il galère autant en Ligue des Champions. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'il transmet ça un peu à ses joueurs, alors que par exemple à Ancelotti ou quoi, bah, c'est l'inverse. Voilà, pour te donner un exemple. Donc, Ouais. je sais pas, moi je sais pas trop où cette équipe elle va. On sait tous qu'il y a une qualité folle, mais voilà, c'est. Ouais, je sais pas. J'avoue que là j'y crois de moins en moins aussi à City là pour cette Ligue des Champions. J'y Ouais, crois de moins en moins. Alors bien sûr, ils font partie des favoris, hein, Oui. mais je sais pas, t'as l'impression que c'est un peu bancal, quoi. Ouais, je sais pas. Et puis, Bah, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, finis, Bruce. Non, puis j'allais dire, puis bon, Haaland, par exemple, on le voit, quand c'est des matchs comme ça où on le trouve très peu, bah, il sert très peu, voire quasi pas, quoi. C'est ça qui est malheureux. Après, moi, Haaland, je vais pas me ranger du côté de ceux qui disent, oh, Haaland, oh, machin, truc. Moi, Haaland, pour moi, c'est un super joueur. Voilà, parce que même s'il touche pas beaucoup de ballons, il va quand même, bon, de par son activité et tout, faire deux, trois trucs. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant de voir un Haaland comme ça, si peu trouvé sur certains matchs, surtout, encore une fois, quand tu sais que les passeurs qu'ont City, etc., tu te dis, il y a quand même quelque chose qui cloche. Il y a quand même quelque chose qui cloche parce que c'est pas normal quand même, parce que c'est pas la première fois qu'on trouve si peu Haaland à Mm. City, quoi. Donc c'est là où aussi je me pose des questions. C'est pas normal. Donc voilà, j'ai l'impression que Pep, il a du mal aussi à trouver la solution.
Non, mais tu vois, il y a des joueurs. Rodri, hier, moi, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Hein. Quand tu vois son match, c'est pas du tout la sérénité au milieu. Walker, il a été plutôt correct, mais faut bien voir l'action, enfin, pas l'action, mais le corner qui. Parce que c'est lui, hein, finalement, qui est obligé de mettre le ballon en corner parce ils se prennent la sauce. Et Ouais. tu vois sa gueule, en fait, tu vois la gueule de Walker à ce moment-là. Tu vois que c'est des joueurs qui. Peut-être comprennent un peu moins ce qu'ils doivent faire, tu vois. City, moi, je les ai connus. Il n'y a pas un joueur qui savait pas ce qu'il avait à faire sur le terrain. Et quand il dominait un adversaire, il le dominait du début à la fin. Il y a peut-être des buts qui étaient marqués entre-temps, mais tu sentais qu'il dominait. Là, il y a des joueurs dans l'expression corporelle, tu sens que bah, c'est moins bon. Gundogan, Ouais, pareil. ils sont Gundogan, frustrés, ouais. ouais, c'est ça, il y a un truc qui va pas. Et puis, je suis désolé, je vais remettre un truc qui s'est passé il y a quelques semaines maintenant, mais tu m'enlèveras jamais qu'il y a dû se passer un truc quand tu vois que Cancelo, il file au Ah, Bayern. mais c'est C'est pas sûr. normal. C'est un joueur extrêmement important. Comment tu peux perdre un joueur comme ça? Ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Ça veut dire que Guardiola, peut-être, est en train de perdre son équipe. Peut-être est en train de se confondre, en fait, dans cette caricature qu'il a toujours été de lui-même. Je sais pas. J'ai Même peur, De en tout cas, Bruyne, pour tu cette sens, équipe. même lui, il est plus vénère ces derniers temps à City, alors qu'avant, tu ressentais pas ça. Donc même Ouais, et lui, pas j'ai bien. l'impression il a atteint. Et t'as raison, et j'allais en parler. Tu vois, Ouais. par exemple, Walker, qui est un des meilleurs latéraux au monde, mais Oui. on sait qu'offensivement, c'est pas le plus fort. Donc, quand de l'autre côté, bah, t'as enlevé par exemple Cancelo, qui lui, on sait, peut te créer ce déséquilibre et t'apporter des centres, des trucs ultra intéressants, parce qu'offensivement, il est très fort. Et bah aussi, t'es un peu plus prévisible à ce petit jeu-là. Parce que, bah, on sait qu'un Cancelo, lui, à tout moment, il pouvait te faire une vraie diff et te mettre un caviar aussi. Et t'as moins ça aujourd'hui aussi à City. Ouais. Scipion, après avoir dit tout ça, est-ce que finalement il peut se passer un truc à l'Etihad Stadium, sachant que a priori Nkunku devrait être quand même un peu plus en forme. Hier, il Ouais. a fait une entrée, mais on a bien vu qu'il n'était pas à 100%, qu'il n'avait pas tous ses moyens. Récupérer. Est-ce qu'on peut imaginer un Leipzig qui s'appuie sur cette deuxième période et vient réaliser un coup à l'Etihad? Oui, bien sûr, je pense que pour eux, c'est tout à fait jouable d'accrocher City. Ça sera un super exploit pour eux. Cette saison, ils ont déjà battu le Real, alors certes, qui était qualifié, donc un peu plus facile dans leur tête. Mais bon, au retour, il y aura De Bruyne. De Bruyne, c'est quand même un joueur qui a une espèce de meilleure connexion avec Haaland que tous les autres joueurs offensifs de City, j'ai quand même l'impression. Ouais. Ouais. Sur pas mal de buts, on peut voir que De Bruyne a compris déjà les déplacements d'Haaland, comment le faire jouer, comment le faire attaquer au second poteau, c'est là où il est le meilleur. Donc finalement, ça peut être la clé. Donc oui, je pense qu'évidemment, les deux équipes ont leur chance. Après, c'est vrai qu'il y a une dualité qu'on n'a pas encore évoquée, le chat l'a souligné. Bah, c'est vrai que pour une équipe aussi dominante, avoir un gardien comme Ederson, au bout d'un moment, bah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied à force. Hein. Même le 5, là, je le trouve hyper généreux. La sortie qu'il fait sur le but à contre-temps, c'est très compliqué. Et même si de temps en temps, il va te faire des passes de quarterback à la Patrick Mahomes, bah, au bout d'un moment, un grand gardien, il faut aussi qu'il fasse les arrêts déterminants. Et malheureusement, cette équipe, ça fait longtemps où on sent qu'Ederson est vraiment sur une pente très très glissante. Il ne cesse de régresser. Et pour le coup, on sait que pour aller très loin en Ligue des Champions, tu as besoin à ce poste-là d'un mec hyper fiable, hyper généreux. Bah là, pour le coup, ils l'ont pas City. Donc c'est pour ça que je me fais dire aussi que au-delà, on va dire, de la dynamique, de l'impression générale, ça va être terrible. Non, mais Dybala, je sais pas de la culture de l'instant, ça fait un Non, moment. ça fait un moment, Ederson. Ça fait on un est moment qu'Ederson, d'accord, oui. honnêtement, il est mauvais, quoi. Régresser, si, il a quand même une bonne période hein, à ses débuts, quand il est arrivé. Il était à la fois très bon au jeu au pied, il faisait des arrêts. Là, ça fait un petit moment, je sais pas combien de temps exactement, 2-3 ans, où on sent que le fait peut-être de ne pas avoir de concurrence dans sa tête, il se dit n'importe quoi que je fasse, on me laissera ma place. Et ça, pour un Ouais. gardien, même dans un grand club, il faut réussir à le challenger. C'est terrible parce que moi je l'aime beaucoup Ederson, enfin je sais pas, j'aime bien ce gardien, mais même hier tu l'as vu dans son jeu au pied, même là il a été parfois défaillant, donc s'il arrive même à perdre ça qui est une de ses grandes forces, c'est vrai que je vais pas pouvoir le défendre très longtemps. Bon bah en tout cas messieurs, on a été aussi un peu plus court, mais en tout cas assez complet sur ce match-là aussi. Il reste deux autres matchs à voir. Les fameux matchs un peu double écran ou alors match pour les hipsters. Ah, On va un commencer. pipion, un pipion. Ah ouais, Il ouais, régale. Hein. Je prends les menottes. Ah. C'est mon procès. Vous pouvez me juger. J'ai hâte. J'adore ces mèmes. Ce mème, c'est un des meilleurs. Pipion, bah d'ailleurs, justement, voilà, parle-nous un petit peu de ce Francfort-Naples. Encore une fois, Naples qui est sur sa lancée. Naples qui est toujours aussi impressionnant.
Moi, le deuxième but, je trouve que c'est la magie en fait. C'est n'importe quoi. Petite remise comme ça. Enfin, cette équipe joue jusqu'où, pardon? Le premier, la passe de Lorenzo, elle est de Lozano. De Lozano, elle est incroyable aussi. Non, mais elle est folle aussi. Mais moi, la talonnade, en fait, la talonnade, pour moi, ce qu'elle veut dire, c'est je sais très bien qu'il arrive derrière moi. Peut-être qu'il a pris l'information, mais le mec, il sait où il est en fait. Tu vois, il donne le ballon, c'est fluide. Je sais pas si sur la talonnade, il a un peu de réussite, mais il lui met parfaitement, alors qu'elle elle est vraiment dure, parce qu'elle s'arrête un peu, elle commence à se freiner, pile, elle est parfaite, c'est un truc de ouf. Mais t'as vu, il met un petit effet en plus sur la talonnade. C'est pas genre talonnade. C'est une invitation, le pied, t'as plus qu'à le mettre, c'est une invitation, c'est fluide derrière, toi. Ah, c'est trop beau. Pipion, à toi la parole. Bah écoute, c'est vrai que sur ce match, on a remarqué que Francfort est rapidement passé à côté de l'enjeu. Je pense qu'ils ont été pris un petit peu par ce match événement où on les attendait. On se disait, bah tiens, il va se passer quelque chose. Kolo Muani, il prend rouge. Bon, il y en a qui ont dit que c'était sévère ou pas. Se mêle en Ligue des Champions à ce niveau-là, les arbitres ils sont intransigeants. Il n'y a aucun scandale, il ne le fait pas exprès, on le sait, c'est pas un garçon méchant, on va pas l'apprendre. Mais voilà, on est obligé de se dire que le rouge est là. Et après, bah, en fait, ce qui m'a plu dans cette équipe de Naples, c'est que même si Guevara rate son penalty, hop, direct, Osimhen vient le voir, lui relève la tête en disant allez, c'est pas grave mon garçon, on repart, on a une telle bonne équipe cette saison qu'on est sûr qu'on va se rattraper, et c'est sûr que ça s'est senti que ce Naples est extrêmement dominant. Il y a plein de bons joueurs, honnêtement c'est vrai que les planètes elles s'alignent déjà pour eux en Serie A, mais maintenant tu sais que la qualification en quart est quasiment acquise et il faudra aller les chercher, parce que honnêtement c'est une équipe qui est assez complète à plein de niveaux, et là quand tu vois les stats, c'est que cette équipe elle sait alterner entre à la fois les moments de possession lente, elle sait gérer le tempo, et puis s'il faut placer des flèches, tu l'as dit avec Lozano, le contre-express. Vite, hein, putain. Franchement, ils ont énormément d'atouts. Il y a plein de joueurs qui méritent des mentions spéciales, des louanges. Lobotka, Kim Min-jae qui est énorme derrière. Di Lorenzo, Meret, enfin, il y en a énormément. Et ce qui est bien aussi pour Spalletti, c'est que même dans cette saison où tu as beaucoup de matchs qui s'enchaînent, il y a un banc qui répond présent. Tu peux faire rentrer un Simeone, tu as même un Ndombele qui fait le taf en remplacement. En fait, là, vraiment, c'est un bonheur pour cette équipe. Et voilà, évidemment, tu as beaucoup d'enjeux qui se confrontent. Je pense que pour eux, faut jamais oublier que la Serie A, ça reste l'objectif prioritaire, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, l'attente phénoménale depuis plus de 30 ans, dans leur tête, évidemment, ça joue. Mentalement, c'est pas évident. Là, ils sont quasiment sûrs d'avoir ce titre. Hein. On voit leur avance, ils sont dominants. Oui, c'est réglé. 15 points, c'est fini. Ouais. Et bah, du coup, en Ligue des Champions, ça va être du plaisir, et honnêtement, c'est vrai que ce match-là illustre bien leur force, quoi. C'est une équipe qui peut être à la fois rouleau compresseur, qui sait faire déjouer son adversaire. Enfin, ils ont énormément de qualité à tous les niveaux, quoi. Non, et puis c'est un peu aujourd'hui l'antithèse de Liverpool. Hein. Quand tu as une équipe avec des joueurs sûrs qui sont pas trop blessés, qui sont interchangeables, t'en fais rentrer un, bah ça peut même amener encore autre chose. T'as une défense qui est super sûre. Et puis l'attaque, hein, Osimhen aujourd'hui, c'est impressionnant. Pour moi, personnellement, c'est juste mon avis, mais pour moi, c'est le meilleur neuf au monde. Le pressing qu'il fait pour obtenir le penalty, franchement, un mec comme ça, quand t'as un gars comme ça, mais t'as envie de le suivre, mais partout. C'est juste incroyable. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Moi Bruce, je voulais qu'on parle un peu de Francfort, parce que Francfort, finalement, c'est une équipe allemande, c'est une équipe qui arrive avec un plan qui avait quand même quelques velléités offensives, et pourtant on a senti qu'ils n'ont pas trop pu s'exprimer dans ce match-là. Est-ce que Francfort était vraiment au niveau de ses huitièmes quand on voit le Napoli en face? Bah non, ça a été compliqué. Après, juste pour ajouter un petit truc sur Naples, parce que vous en avez un peu parlé, oui, là où eux, ils sont confortables et ils vont pouvoir jouer le coup à fond, c'est que les autres équipes, les autres gros favoris, on pense par exemple au Bayern, on pense à City, on pense au Real en Ligue des Champions, eux vont devoir batailler jusqu'au bout en championnat pour essayer de prendre le titre ou quoi, parce que pour le moment, l'avance n'est pas faite ou quoi. Il y a même du retard pour certains, alors que Naples, eux, pour le coup, ils ont plié la Serie A, ils vont pouvoir se focus complètement sur la Ligue des Champions. Et l'équipe tourne tellement bien, chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais. C'est trop fluide, quoi. Donc, ils sont vraiment trop bien. Et après, pour parler de Francfort, bon, moi, j'ai vu gros résumé. J'avais le match aussi un peu à côté. Mais la vérité, j'étais sur l'autre match. Le truc, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que Naples était bien au-dessus. Et c'est tout, tu vois. Moi, je m'attendais à un match peut-être un peu plus serré. Après, il y a le rouge qui arrive tôt en deuxième mi-temps, qui forcément te plombe encore plus. Et ça aurait même pu faire un score un peu plus large. Mais tu sens que Naples
J'ai l'impression qu'ils grattaient beaucoup de ballons parce que même devant, ça presse beaucoup. Tu sais, ils arrivent à exploiter ça. Ils se projettent tellement vite, c'est tellement juste. Ils se trouvent par cœur, ils se connaissent par cœur. C'est juste que Francfort, je pense même pas qu'ils soient passés à côté de leur match. C'est juste que Naples fait déjouer quasiment toutes les équipes qui jouent cette saison. Et on l'a vu en phase de poule de Ligue des Champions où ils ont déroulé, bon, à part un match contre Liverpool, mais ils ont déroulé tout le monde. Cette équipe fait déjouer tout le monde. C'est juste bien supérieur à Francfort, c'est tout. Moi, je m'attendais à un peu plus de résistance de la part de Francfort. Mais voilà, c'est juste que Naples est beaucoup trop fort cette saison et ça sera quand même compliqué. Faudra faire, même pour les gros favoris de la Ligue des Champions, faudra faire 2 matchs très sérieux pour leur poser, pour les sortir. Parce que tu sens que, en tout cas, on parle des équipes qui doutent de pas grand-chose. T'as le Real et tout en Coupe d'Europe. Eux, j'ai l'impression, parce qu'il pouvait y avoir un peu de pression, parce qu'en Ligue des Champions, on sait qu'ils n'ont pas le vécu d'autres grandes équipes européennes ou quoi. Mais là, tu le sens, ils ont abordé le match en mode serein, patron, et ils sont allés dérouler à Francfort, ce qui à la base n'est pas si simple que ça, tu vois. Il y a peu d'équipes, je pense, qui auraient déroulé comme ils l'ont fait. Donc, franchement, tu as l'impression que personne ne leur fait peur. Et franchement, encore une fois, bravo à eux. C'est une des équipes les plus belles à avoir joué cette année, peut-être la plus belle. Donc, c'est mérité. Voilà, maintenant, jusqu'où ils pourront aller. Bon, on a compris que normalement, ça devrait être au minimum en quart. Mais c'est une équipe, oui, qui potentiellement peut ne pas être loin du but final, ouais. On a presque hâte de voir un Naples-Real, tu vois, pour voir ces deux équipes avec leur qualité se confronter. Ça pourrait être assez fou. Ok, bah messieurs, on va avancer et finir la Ligue des Champions avant de passer à l'Europa League sur l'Inter. L'Inter qui s'impose donc 1-0, un match pas si simple que ça. Là aussi, moi, très honnêtement, je vous le dis, j'ai pas trop vu ce match. Hein. Honnêtement, j'ai juste eu le résumé. Ouais, c'est vrai que les 3 clubs Canal. italiens ont gagné le match aller pour le coup. Bon, ça veut pas dire qu'il y aura qualif, à part pour Naples, c'est très bien parti, mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Là, pour le coup, ils sont tous bien partis. Serie A dominante sans la Juve, en plus, qui était vraiment leur moteur en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est très positif pour eux. Ouais. Si vous avez vu un peu ce match, vous en avez pensé quoi? Tiens, Bruce, je commence par toi. Enfin, petit avis sur ce match. Pareil, c'était le deuxième match. Hein. J'étais plus sur City. Et de ce que j'ai vu, après, je me suis refait le résumé aussi. J'ai l'impression quand même il y a eu des actions des deux côtés. Parce qu'on en a quand même sorti à un moment des doubles parades et tout. Il y a eu des actions assez importantes pour Porto. Même si tu as le sentiment quand même que l'Inter avait l'air un peu au-dessus. Et au final, a été récompensé avec Lukaku. Mais voilà, c'est pas plié, on va pas se mentir, mais bon, je vois quand même l'Inter peut-être un peu favori, mais après à Porto, il faut quand même falloir le faire. T'as eu le sentiment, et si je dis pas de la merde, je crois que Çalhanoğlu était l'homme du match, et c'est vrai que t'as l'impression qu'il a fait pas mal de choses. Ouais, de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir fait un bon match. T'as l'impression qu'il a fait pas mal de choses, mais on a vu aussi un peu d'énervement, parce que je crois que c'est entre Dzeko et Onana, il y a eu une grosse embrouille, et tu sens que l'Inter, ouais, des fois ça peut être un peu électrique même entre eux. Donc ouais, tu sens que le groupe peut-être aussi vit pas si bien que ça ces derniers temps, que c'est peut-être le truc à gommer pour eux. Mais en tout cas, l'Inter, c'est une équipe, encore une fois, même si, bon, moi, vu que j'aime beaucoup l'AC Milan, forcément, je suis pas un grand fan de l'Inter, mais je sais être objectif. Pour moi, sur le papier, il y a quand même une équipe et il y a de quoi mieux faire encore. Je reste toujours un peu sur ma faim avec cette équipe parce que quand tu vois ce qu'ils peuvent aligner, ce qu'ils peuvent faire, honnêtement, c'est une équipe qui peut poser des problèmes à tous les gros d'Europe, j'en suis persuadé, mais j'ai l'impression qu'il leur manque encore un petit truc. Pour le faire justement, mais en tout cas c'est une équipe où il y a tout pour faire quelque chose. Après maintenant on verra au retour déjà contre Porto, mais s'ils s'embrouillent pas entre eux et que c'est carré, ouais, je pense vraiment qu'ils peuvent faire un truc. Non mais il y a les armes, hein. T'as des super joueurs au milieu. C'est ça. Çalhanoğlu fait un bon match, Barella on sait que c'est un joueur qui est très bon. Moi il y a un joueur que je kiffe du côté de l'Inter, c'est Di Marco, connais pas super bien mais j'adore ce mec, à chaque fois que je le vois en Ligue des Champions, je trouve qu'il apporte vraiment un truc, il a une vraie patte. Et puis ouais, t'as quand même, en attaque, t'as quand même des éléments, hein. Dzeko, ça reste un joueur très intéressant. T'as de la bouteille dans cette équipe, tu vois. Lautaro, c'est un mec qui se tape tout le temps. Voilà, et puis bon, t'as ce petit but. Justement, Scipion, c'est ça la question peut-être pour conclure. C'est est-ce que cette équipe, elle a un truc? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose dans cette Ligue des Champions? Et surtout, est-ce qu'elle peut aller confirmer sa première victoire là à Porto? C'est un peu difficile de jauger l'Inter en Ligue des Champions parce que, on va dire, depuis leur retour au très haut niveau, il y a eu plus de déception que, on va dire, de confirmation, de matchs bons. Mais c'est vrai que depuis un an, il se passe quand même des choses. Quand ils perdent contre Liverpool, ils font des matchs qui sont vraiment corrects. Meilleur que Liverpool, ils avaient été sur les deux matchs. Exactement. C'est juste parce qu'il manquait un peu de vis, un peu de vécu, peut-être en match à élimination directe.
Je pense que le 3-3 contre le Barça, le match un peu fou au Camp Nou, pareil, ça leur a fait du bien de pouvoir sortir ce genre de performance. Hier, c'était contre un adversaire hyper difficile à manier. On rappelle que Porto n'a pas perdu tout court depuis octobre, donc évidemment, c'était vraiment pas du tout évident à les manœuvrer. Et tu sentais qu'il y avait vraiment, même Porto aurait pu ouvrir le score. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais tu vois, avec un Taremi, avec un Otavio, avec un Evanilson, il y avait quand même des bons petits joueurs. Diogo Costa fait une super parade juste avant la mi-temps. Et c'est vrai que pour le coup, du côté de l'Inter, peut-être que ce but de Lukaku, ça va faire énormément de bien lui au moral. On sait que c'est un joueur qui est un peu en perte de vitesse, qui est un peu perdu même moralement depuis 1 an et demi. Et là, pour le coup, c'est les genres de choses qui peuvent vraiment le relancer, faire comprendre que se faire acclamer par San Siro, être un peu ce héros-là, ça va lui faire du bien. Et c'est vrai que, on a dit plusieurs noms. On sait qu'il y a énormément de qualité individuelle. Akan a été énorme hier. L'entrée de Brozovic, superbe. Lautaro n'a pas marqué, mais on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence. Il est bien revenu après la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on avait peur parce que sa Coupe du Monde, on avait peur. Je veux dire, les supporters de l'Inter, voilà, mais vu ce qu'il avait proposé à la Coupe du Monde, tu te disais, putain, peut-être que sa deuxième partie de saison, ça va être compliqué. Au final, j'ai l'impression, oui, il s'est remis un peu dans le droit chemin. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. On a cité, Di Marco, même un Acerbi qui est un vétéran qui découvre un peu avec des champions, fait le taf. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de gardien avec Ederson. C'est vrai que Onana, sur sa parade multiple, on a bien vu que c'était un gardien, on sentait, mais là je pense qu'il est vraiment rentré dans la cour des grands, et quoi qu'il arrive, on savait que l'Inter avait aussi besoin de faire cette passation de pouvoir entre Handanovic et Onana pour avancer, pour respect Handanovic, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, pour sa longévité, pour sa belle carrière, mais Onana c'est quelque chose dans une dimension supérieure aujourd'hui en 2023, et pour le coup il aura fait énormément de bien, et je pense que l'Inter peut avancer avec ce gardien-là, ouais. Ok, très très bien. Voilà, en tout cas, vous avez les stats. On a essayé d'être le plus complet possible en une petite heure. Comme on vous l'a promis, il faut aussi qu'on parle d'Europa League aujourd'hui, parce que dans moins d'une heure, Nantes va donc recevoir la Juve. Donc, messieurs, il va falloir un peu se mouiller. Un partout au match aller. Désormais, il va falloir gagner, tout simplement. Est-ce qu'on y croit? Quelles sont les clés de cette rencontre? On a ici la compo probable, bien sûr, du FC Nantes. Est-ce qu'aujourd'hui, Bruce, toi, t'es serein par rapport à ce match, sachant que vous avez rien à perdre en vrai, finalement. Apparemment, ouais, c'est pas ça la compo. Ça, c'était la compo probable, mais je crois que la compo est sortie. J'ai la compo si tu veux. Vas-y, ouais. Alors du coup, ça donne Lafont au cage, défense avec Santonze, Girotto, Palois, Castelletto. Ensuite, faudra voir peut-être pour l'animation, t'as Sissoko, Chirivella, Mollet, Blas, et devant t'as Delors et Simon. Ok. Oh, ok. Ah, il y a quand même une compo, c'est plus offensif qu'à l'aller. C'est plus offensif, clairement. À Delors et Simon en plus, ouais. Et du coup, Mostafa qui est pas titulaire. Ouais, mais l'équipe, elle a de la gueule. Moi, j'aime bien aussi. Alors après, on verra au niveau de l'animation et du dispo, etc. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu incertains, parce qu'il y avait eu des petits pépins physiques. Là, en tout cas, la défense, ça va être carré normalement. Moi, oui, il y a toutes les raisons d'y croire. De toute façon, on a vu le match aller ensemble. Voilà, même si c'était pas évident, il faut souligner qu'il n'y a pas Chiesa du côté de la Juve, qui était l'un de ceux qui a fait mal à l'aller, notamment avec Di Maria. Donc on sait que lui, c'est le genre de joueur qui est très difficile à arrêter, qui peut faire des diffs à lui tout seul. Donc ça peut être un point positif pour Nantes. Et puis bon, tu sais qu'il y aurait une ambiance incroyable. Nantes a fait un match à guichet fermé, en total. Non, mais Nantes a fait un match de bonhomme à l'aller et c'était pas facile. Il y a eu un peu de réussite, mais quand même, tu vois, ils ont fait un match où mentalement, ils ont été solides, ils étaient présents dans les duels. Là, honnêtement, avec le stade derrière eux tout, je m'attends à un match costaud de Nantes. Alors après, peut-être que ça va pas suffire parce que t'as la Juve. Bon, même si c'est pas la plus grande Juve qu'on ait vue, sur le papier, c'est censé être meilleur que Nantes. Mais honnêtement, avec le public, certains joueurs en confiance, que ces derniers temps, ça va bien mieux à Nantes. Voilà, il y a eu beaucoup de résultats positifs. Et sincèrement, quand je vois l'équipe... bon, même si les joueurs sont pas tous bien placés, non, c'est un peu bizarre là la compo. Mais bon, on va voir. Ça peut. Il est en train de la faire en direct là parce que sinon lui et Mollet aussi, moi ça m'intéresse de le voir sur le terrain parce que lui, depuis le mercato d'hiver, il fait beaucoup de bien. C'est un joueur qui est très précieux. Donc voilà, en plus, il n'est pas tout le temps associé en même temps avec Blas, en tout cas en tant que titulaire. Donc là, voir ces deux joueurs qui peuvent faire le jeu et tout, c'est très intéressant. Delors, ça serait incroyable qu'il nous mette son premier but ce soir. Et Simon qui revient aussi de blessure, qui a retrouvé un peu de temps de jeu récemment.
pourquoi pas sur le côté virevoltant. Puis il y a des joueurs en sortie de banc qui pourront faire pas mal de diff. Donc non, ça peut être intéressant. Ouais, ça donne de l'espoir de voir ça. Scipion, même question. Est-ce que cette composition nantaise là te paraît Moi, je pense que ça sera assez plus armée à 5, hein, mais Ouais. bon, Ouais, on verra. peut-être plus à 5 avec un Ouais. Simon piston, ça peut peut-être être vu comme ça. Moi, je trouve que c'est une composition qui est évidemment alléchante, qui fait beaucoup envie. On a vu au match aller qu'il y avait plusieurs hommes forts dans cette équipe, ils sont de nouveau renouvelés. Et même s'il avait mis l'équipe du match aller, ça m'aurait pas dérangé, puisque tous ils ont fait un très bon match, évidemment, après le retour des vestiaires. Pour moi, la clé du FC Nantes ce soir, c'est réduire au maximum l'influence de Di Maria, parce qu'on a vraiment vu à l'aller que c'était le meilleur, c'était le patron. Mais surtout sur la première partie du match. Ouais, surtout, évidemment. Ouais. Et là, c'est pareil, hein, Di Maria est titulaire, donc ça va être un peu la clé, c'est comment est-ce qu'on va réussir à le canaliser, faire en sorte qu'il n'existe pas. Mais C'est quoi la diff, voilà. Pipion? T'as vu l'équipe de la Juve? Il y a quoi à part du coup En Chiesa? gros, c'est la même équipe qu'à Ok. l'aller, sauf que il y a Locatelli à la place de Paredes, Kostic à la place... j'arrive plus à voir, mais Du coup, Kostic à la place de Chiesa, Chiesa, et Keane voilà, ouais. à la place de Vlahovic. Ok, Voilà. ok. Ouais, Vlahovic est sur le banc, donc du coup. Vlahovic Ok. est sur le banc. Donc voilà, et puis tu l'as dit, c'est une immense fête pour le FC Nantes ce soir. Et on rappelle l'engouement, l'affluence autour de ce match. Le club a noté presque plus de 100 000 demandes. Enfin, il y a eu vraiment un engouement fou. Ouais. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire une très très belle fête. Et cette équipe, voilà, on a vu que en Ligue 1, le maintien, quoi qu'il arrive, on se fait pas trop de soucis. La Coupe de France, c'était un petit challenge sympa à jouer. Et là, c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. Ce public, Nantes, a beaucoup souffert, on le sait. C'est l'occasion, voilà, c'est un très grand soir et c'est à eux de saisir cette occasion. Ouais, tout à fait. En tout cas, oui, ça en dit long. Hein. À l'ambiance, ça va être un truc de malade mental. On sent qu'il y a comme un parfum de grande soirée Enlève européenne ce ce soir. compo, c'est pas... Ah si, change en direct. Alors attends, parce que moi, dans les infos que je vois, Vlahovic, a priori, il est là. Hein. Certains disaient T'as qu'il vu était sur le banc, mais moi, je vois qu'il est là, hein, perso. Ah. Je sais pas si c'est officiel, pas officiel, mais... Non, apparemment, Ragnar, il a mis la compo, il est pas là, Vlahovic. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va très vite savoir. Et j'en profite pour vous rappeler, si vous nous avez rejoint en cours de route, bien entendu, que vous pouvez retrouver notre petit trip à Turin, dans lequel on a pu aller voir voilà, ce fameux Juve Nantes. D'ailleurs, on en profite pour remercier encore une fois lebonmaillot.com, le site qui nous a permis d'y aller. Puis ils nous ont mis bien avec des très beaux maillots aussi. Ouais, de très très beaux maillots. On a même eu des maillots portugais, enfin de division un petit peu méconnus, mais c'est des très beaux maillots. Et EA qui nous a aussi permis de voir le match, tout simplement. On a eu des places incroyables. Je peux vous dire que c'était des conditions parfaites. Donc merci à Antoine, merci à Abdou. Vous avez assuré, les gars. On était vraiment très très heureux. C'est sur la chaîne Le Bar de Sebru. Vous pouvez retrouver une petite vidéo de 20 minutes qui vous permet de voir un peu le résumé de tout ce qu'on a fait là-bas. Messieurs, avant de se quitter, on va regarder les cotes des matchs de ce soir, matchs d'Europa League bien sûr. Il y en a 4 qu'on a ciblés. Bruce, si tu veux envoyer ça. C'est Poano, je sais pas s'il faut être en 3 c'est Poano qui doit envoyer. Tu vas être un peu masqué, mais c'est pas grave. Ouais. Pas grave, ça me dérange pas. Vous avez donc ces 4 matchs qu'on a ciblés: Monaco, Leverkusen, Rennes, Shakhtar, Nantes, Juve bien sûr, et Manchester United, Barcelone, dont on n'a même pas parlé, mais il faut quand même qu'on en ait un mot. On va en parler sur la fin. Ouais. On commence par ce match-là, Bruce. Le match aller a été incroyable. On a vraiment vu 2 équipes revenir à un niveau européen assez incroyable, sachant que c'était un peu compliqué dernièrement. Comment est-ce que pour toi ça va se passer à Old Trafford ? On sait qu'ils ont l'avantage du terrain, même si le but à l'extérieur maintenant c'est plus comme avant, donc ça change la donne. On sait qu'il y a des absents au milieu de terrain du côté du Barça. Donc voilà, bon, il devrait y avoir Kessié à la place par exemple. Petit ascendant pour United, parce que voilà, comme je l'ai dit, ils ont l'avantage du terrain et au vu des absents, mais j'enterre pas le Barça qui est capable, je pense, de le faire. Mais allez, un petit avantage quand même pour United, parce que ils ont su faire le boulot à l'extérieur. Maintenant, il va falloir confirmer à la maison. Après, avec ce Barça, on sait qu'ils n'ont pas perdu depuis un moment. C'est quand même une équipe qui tourne extrêmement bien. Et comme tu l'as dit, là où ça fait plaisir, c'est que c'est une affiche d'Europa League, mais c'est une affiche qui fait c'est de la Ligue des Champions. Ouais, c'est une affiche qui fait kiffer tout le monde, parce que même si c'est en Europa League, en plus, comme tu l'as dit, ces 2 équipes reviennent de loin
par rapport à ces derniers temps et ils sont plutôt en forme. Donc tu retrouves deux équipes en forme, deux clubs très prestigieux, donc ça va être un match ultra kiffant. Donc écoute, hâte de voir ça, mais petit ascendant peut-être pour United. Ça laisse rêveur hein, pour la saison prochaine et les années à venir, en tout cas quand on voit le niveau de ces deux équipes actuellement. 2,25 pour Manchester United, donc favori sur ce match-là, et 3,20 pour le Barça, des codes que vous pouvez retrouver bien sûr sur winamax.fr, et le nul, lui, il est coté à 3,45. Scipion, pareil, même avis, même question. Quelle équipe vois-tu se qualifier ce soir ? Bah déjà, évidemment, les vrais hipsters seront devant Union Berlin-Ajax. Ça va de soi. Hein. On lâche pas le train, les gars. Dont tu fais partie. Évidemment, hein, les gars, on va être bien là. Pipion, lâche les caméras, arrête. Non, franchement, c'est vrai qu'avec ce qui se passe pour Pedri et Gavi, j'ai un petit peu peur que le milieu du Barça, voilà, je crois que j'ai vu un commentaire qui disait le milieu du Barça sera expérimental. Ouais, c'est Uras qui l'a souligné. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour eux, et en fait dans cette année 2023 et même globalement, enfin depuis la reprise post-Coupe du Monde et cette superbe saison, j'ai envie de voir jusqu'où va aller Rashford. Donc honnêtement, c'est le joueur sensation. On a parlé d'Osimhen, on a parlé de Gvara, mais c'est vrai que lui, il est sur une dynamique qui est assez incroyable, et honnêtement, il enchaîne très très bien, que ce soit PL, que ce soit Coupe d'Europe, même les coupes, hein, puisque Manchester va jouer à Newcastle en finale de League Cup. Donc honnêtement, j'ai envie de voir encore une fois ce qu'il va pouvoir donner. Donc je le donne petit avantage United avec pourquoi pas un but de Rashford. Ok, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Rashford est vraiment très en forme. Hein. Donc le Barça aura de quoi se méfier ce soir. Voilà pour les autres cotes. Le Stade Rennais, lui, est coté à 1,66. On ne demande même pas qui tu vois vainqueur, toi. Ah bah, mais pourquoi tu vas me demander? De toute façon, je vais te répondre United, hein. Très, très clairement. Même si je t'ai dit dernièrement que le Barça vraiment m'intéressait beaucoup ces derniers temps. Donc, un club à rajouter parmi les clubs favoris de Braque, peut-être que le Barça va arriver. Ok. Non. Je vais juste me régaler devant un très beau match de foot. C'est juste ça. Si je trouve un moyen de le regarder. Le Stade Rennais, donc coté à 1,66. Et l'AS Monaco à 2,20. L'AS Monaco qui a fait un très beau match aller. Donc voilà, il peut être une encore, très belle soirée française. Le Monaco, on espère le 3 sur 3. Oui, on espère vraiment. En vrai, il n'est pas impossible. Bon, ça, voilà, c'est loin d'être fait, parce qu'en soi, il n'y a rien qui est complètement fait là. Mais ça serait incroyable. Bon, déjà, si on a un 2 sur 3, on signe fort. On va pas dire l'équipe qui doit pas passer, mais si on a un 2 sur 3 minimum, déjà, ce serait pas mal. Non, mais c'est vrai qu'en regardant par exemple la Coupe de Monaco, c'est vrai qu'il a trouvé un bon système, parce qu'il y a une certaine alternance. Pour une fois que Monaco, il n'y a pas trop de blessés, et il peut avoir Golovin, Diatta, Mbolo, Ben Seguir. Enfin, tu vois, tu peux mettre un Ben Yedder sur le banc, c'est plutôt chouette. Du côté de Rennes, il y a cette dynamique, cette série, on en a parlé, qui est vraiment pas bonne, et on se dit où va un petit peu le Stade Rennais, mais il faut pas oublier que ce soir, ça va être un stade à guichet fermé, ça va être l'événement, les Rennais aiment cette Coupe d'Europe, et je pense que ça peut le faire. Ils peuvent renverser un Shakhtar, ça reste une bonne équipe qui a cette habitude de la Coupe d'Europe, mais ils ont quand même du monde, tu vois, ils ont Gouiri, ils ont Kaymundo, ils ont Doué, même un Toko qui a marqué à l'aller. Voilà, je pense que Rennes peut le faire sans trop de soucis. Eh bien, on garde tout ça au chaud, messieurs. Rendez-vous dans moins de 40 minutes maintenant pour ce match de Nantes. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment top, bien posé, tranquille. Merci comme d'habitude. Merci à toi Bruce. Merci les amis, et puis bon match, et allez Nantes, bien évidemment. Allez Nantes, putain, merci. Voilà. Salut à tous, très bonne soirée les gars. Salut à tous, passez une très bonne soirée. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de Hors-Jeu, et d'ici là, vive l'Union de Berlin. Salut à tous. Allez, ciao les gars.